Bourse et récession, marché action et récession économique à travers l'histoire. Faisons un topo complet depuis un siècle. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 4 juillet 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis très content de vous retrouver ce lundi 4 juillet, fête nationale d'ailleurs aux États-Unis. Pas de statistiques majeures d'ailleurs donc aujourd'hui aux États-Unis, mais il y a des temps forts fondamentaux cette semaine, rassurez-vous, pour le marché action. Nous ne sommes pas encore en récession, peut-être que nous le serons. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une récession? Je l'ai défini dans ma vidéo Top Gun de la semaine dernière. Je vous le rappelle, au moins 2 trimestres consécutifs de taux de croissance négatif du produit intérieur brut, 3 pour certains. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une bonne dizaine de récessions. Parfois 2 trimestres, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres consécutifs de recul du produit intérieur brut. Alors, parfois cela a frôlé la dépression, on peut appeler ça entre les deux une grande récession. Bon, j'ai rassemblé les différentes périodes, vous allez voir, c'est intéressant. Mais concrètement, depuis la Grande Dépression du début des années 30, suite au krach de 1929, il y a eu une bonne dizaine de récessions. Et à chaque fois, les actifs risqués ont chuté. Le marché action a baissé. Mais dans quelle proportion? Et quelles étaient les caractéristiques de chaque récession? Et a-t-on dans le passé une récession qui pourrait s'approcher de une récession actuelle si elle devait arriver? Vous voyez un peu toutes les conditions. Mais il y a beaucoup de points communs, car depuis un siècle, les banques centrales ont souvent relevé les taux pour lutter contre l'inflation. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure. Est-ce que vous savez à l'époque ce qu'il s'était passé sur le marché action? Je vais prendre le S&P 500. Bien écoutez, si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Allez, c'est parti. Perdons pas davantage de temps, on passe aux illustrations. Alors, bourse et récession, faisons un peu d'histoire. Histoire avec un grand H. Alors là, ce sera donc de l'histoire des marchés financiers. Bien sûr, ce qui s'est passé dans le passé ne présage pas de ce qui se passera dans le futur, mais tout de même, on peut calculer des moyennes et puis on peut faire des rapprochements. Et puis, même s'il y a eu une bonne dizaine de récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Alors, on ne va pas faire que ça, nous n'allons pas faire que ça, pardon. Tout d'abord, je vais quand même vous rappeler les chiffres qui sont tombés la semaine dernière de l'inflation. C'est vraiment inquiétant en Europe, hors de contrôle en Espagne, hors de contrôle au Royaume-Uni. Globalement en Europe, la tendance reste haussière. C'est complètement dingue. Les chiffres d'inflation qu'on atteint en Europe actuellement, aux États-Unis, la décélération semble avoir commencé. Mais oui, mais là-bas, la Banque centrale a déjà remonté ses taux un certain nombre de fois, va encore continuer de les remonter. Nous, la BCE n'a pas commencé. Bon, comme d'habitude. Serions-nous, en Europe, vis-à-vis des États-Unis, les dindons de la farce? Oui, je sais, j'utilise cette expression pour l'once d'or dans l'émission Fast and Forex. Oui, mais là, je pense que ça peut aussi être adapté au comportement de la zone euro vis-à-vis des États-Unis. Alors, nous sommes en juillet. Juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 6 mois. Et 6 mois, cela définit un semestre. Bilan du premier semestre 2022, je vous le propose. L'histoire des récessions, la bourse, les temps forts fondamentaux de la semaine, l'analyse technique. Voilà le programme, on attaque. Bilan du premier semestre en bourse. Alors le voici. Vous avez sous les yeux un bilan. Vous avez sous les yeux la performance en pourcentage d'une sélection de classes d'actifs depuis le 1er janvier 2022. En fait, tout est là. Tout est là. Les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, plus 77%. Le prix du pétrole, plus 41%. L'or est à 0. Le marché obligataire, moins 11. Le CAC, moins 18. Le S&P 500, moins 20. Le Nasdaq, moins 30. Le Bitcoin, moins 58. Toutes les classes d'actifs ont chuté.
même le marché obligataire, représenté ici par le contrat de taux Bund. Toutes les classes d'actifs ont chuté. Et l'or, d'une certaine façon, a été une valeur refuge car il a conservé sa valeur. Mais nous sommes actuellement dans un marché, dans une phase de baisse classique liée à une remontée des taux d'intérêt pour contrer une inflation énergétique. Et vous allez voir qu'il y a eu 4 récessions qui appliquaient exactement le même schéma depuis un siècle. Et là, nous ne sommes pas encore en récession, car nous avons eu qu'un trimestre à zéro. Alors, on verra les prochains trimestres, mais bon. Donc ça, c'est un premier bilan où certains peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année. Toutes les classes d'actifs ont baissé. Et si l'on considère qu'une valeur refuge sert à protéger son capital, oui, dans ces cas-là, l'or l'a été, puisqu'il est à zéro. Les temps forts fondamentaux de la semaine. Mercredi, les minutes du FOMC aux États-Unis, qui est un rapport sur la dernière décision de politique monétaire. Ce n'est pas une nouvelle décision de politique monétaire, ce sont les détails de la dernière décision de politique monétaire. Je vous rappelle quand même, 75 points de base de hausse des taux d'intérêt. Il devrait y avoir la même chose à la prochaine décision, cet été. Vendredi 8 juillet, le rapport NFP aux États-Unis, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, avec notamment les chiffres du taux de chômage. Vous savez qu'en récession, c'est une baisse de la croissance économique, avec des trimestres négatifs, et c'est une remontée du chômage. Le chômage est stable à 3,6% aux États-Unis. La moindre inflexion haussière du taux de chômage, ici, en pourcentage de la population active aux États-Unis, viendrait augmenter la probabilité d'une récession. Mais alors après, que se passe-t-il en récession? Eh bien, c'est pour ça que nous allons faire un peu d'histoire, avec un grand H. Donc voilà, pour les temps forts fondamentaux de la semaine, retenez s'il vous plaît, les minutes du FOMC mercredi et le rapport NFP. L'inflation aux États-Unis, il y a du mieux. Ça a été confirmé la semaine dernière. Elle a déjà entamé sa décélération. Est-ce grâce à la Fed ou pas? Peut-être, oui. En tout cas, la Fed, elle fait son job. La BCE, elle, ne le fait pas. Et d'ailleurs, elle ne le fait pas, et voilà les conséquences. Le taux d'inflation au sein de la zone euro. Les chiffres publiés la semaine dernière au titre du mois de juin, 8,6%, c'est gigantesque. Nous sommes là en rythme annuel. Et je vous rappelle que la cible est à 2%. 2%, c'était l'été dernier. Je veux dire, il faut briser ça. Il faut tordre le cou à cette tendance. Sinon, les actifs risqués, le marché action, ne s'arrêtera pas à moins 30% de baisse. C'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Bourse et récession. Faisons un peu d'histoire. Alors, un peu d'histoire, je ne vais pas... j'ai décidé de m'attarder sur les données depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec quand même un passage sur la Grande Dépression des années 30, 1930, suite au krach de 1929, après une euphorie spéculative dans les années 20 qui a fait suite à la fin de la Première Guerre mondiale. La plupart des données que j'ai rassemblées sont proposées par la Réserve fédérale de Saint-Louis. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Aux États-Unis, ce qu'on appelle la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, c'est une fédération de banques centrales, des banques centrales régionales, dont, alors, il y en a 12. Et au sein de ces réserves fédérales régionales rassemblées dans la Réserve fédérale des États-Unis, il y a la Réserve fédérale de Saint-Louis qui est reconnue pour ses statistiques. Et donc, j'ai beaucoup de données de la Réserve fédérale de Saint-Louis et je vais d'ailleurs aller sur son site pour vous le montrer. Les crises économiques américaines depuis 1930 et le comportement du marché action. 1930-1933, la Grande Dépression, car c'était ici plusieurs années de croissance économique du PIB. Moins 80% les actions. Je prends pour cela le S&P 500. Je vais ensuite aller sur le graphique, vous allez voir, j'ai tout indiqué. Novembre 1948 à octobre 1949, la récession post-seconde guerre mondiale.
moins 20. Juillet 1953 à mai 1954, récession après la guerre de Corée, moins 16. Août 1957 à avril 1958, récession de lutte contre l'inflation avec hausse des taux, moins 20. C'est comme nous, actuellement. 1960-1961, moins 10%. Décembre 1969 à novembre 1970, récession pour lutter contre l'inflation par hausse des taux, moins 33%. Alors, hausse des taux, la rigueur de la Banque centrale, ici et ici. Novembre 1973 à mars 1975, vous vous en souvenez, récession du choc pétrolier, inflation énergétique. Mais dans quoi sommes-nous actuellement? Alors, à l'époque, le pétrole a fait x4. Je vous l'accorde, il n'a pas fait x4. Mais moins 48% du marché action. En rouge, c'est la performance du S&P 500 sur cette période de récession économique. Janvier 1980, juillet 1980, récession de lutte contre l'inflation par hausse des taux, moins 27%. La récession de la guerre du Golfe, moins 18%. La récession de la bulle spéculative .com, la chute du Nasdaq, début 2001, moins 48% du S&P 500. La grande récession de la crise financière qui a frôlé être une dépression, 2007-2009. Lehman Brothers, la crise des subprimes, moins 56%. La récession, quasi-récession du coronavirus, moins 32. Moyenne du S&P 500, depuis sur ces 10 récessions, moins 34%. Nous sommes actuellement à combien? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais la moyenne, c'est moins 34. J'ai rassemblé sur ce graphique du S&P 500 toutes les récessions que je viens de vous détailler. Les moins 80% ici de la Grande Dépression des années 30. Donc en courbe noire avec les points en pointillé, il s'agit du graphique du S&P 500. Les moins 19%, les moins 16% de la récession de 1953, 57, 58, les moins 20%, début des années 60, les moins 10, début des années 60. Là, vous avez celle de la fin des années 60, celle du choc pétrolier, les moins 48%. Voici le comportement du S&P 500. D'ailleurs, c'est marrant, ça avait commencé à l'époque aussi par une épaule tête-épaule. On peut noter ça. D'ailleurs, ici aussi, une épaule tête-épaule. Comme quoi, cette figure revient souvent. Début des années 80, je continue, on s'approche. La bulle spéculative de l'Internet, moins 48%. La crise financière, moins 56%. Le Covid et voilà, nous d'ailleurs aussi l'épaule tête-épaule du S&P 500, vous la reconnaissez bien, elle est propre, en cours de clôture ici, l'épaule tête-épaule. Nous sommes à moins 24%. Nous sommes donc à moins 24% du S&P 500. Nous ne sommes pas encore en récession, mais en pré-récession, car nous n'avons qu'un trimestre de croissance négative. Autant vous dire que si nous rentrons en récession, si on prend la moyenne des récessions historiques, à moins 35%, le marché peut aller plus bas. Et s'il devait faire moins 35% depuis les plus hauts, ça nous amène où? Au minimum, le moins 30%, c'est ici le point haut avant le choc boursier de la crise sanitaire, ce sont les fameux 3400 points. Et si je reviens sur les données, les récessions qui étaient liées à la lutte contre l'inflation par hausse des taux. Moins 20, moins 33, moins 27. Bon, là, nous sommes à moins 23. Comprenez bien, au final, mon opinion, elle est que cela confirme le débat du moment de savoir si le point bas se fera sur les niveaux actuels ou quelque part vers les 3004, qui est le niveau horizontal parfait. Maintenant, regardons justement ces graphiques. Alors, je vais maintenant passer sur... Ah oui, alors, je voulais aussi vous montrer, la plupart des données que j'utilise proviennent du site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est ici sous vos yeux. Voilà, la Fed de Saint-Louis, qui est une des réserves, des banques centrales régionales des États-Unis, rassemblées dans la toute-puissante Réserve fédérale des États-Unis. Et donc là, vous avez, depuis 1970, vous voyez,
les phases de récession qui sont indiquées, et c'est à chaque fois par trimestre. En fait, c'est plusieurs trimestres consécutifs. Donc par exemple, ici, c'était Q4, T1, 3 trimestres consécutifs. Ici, c'était 3 trimestres consécutifs de récession, ici 2, etc., etc. Donc une récession, c'est bien ça. C'est lorsque nous avons plusieurs trimestres consécutifs d'un taux de croissance économique négatif du PIB. Donc je vous invite, moi, à visiter le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, où tout est là, toutes les statistiques sont là, et c'est extrêmement propre, et tout ça est accessible en mode public. Donc vous avez compris que le débat se situe pour le S&P 500 entre 3004 et 3006. Alors, d'ailleurs, c'est 3004 qui correspondra à 30% de baisse depuis les plus hauts et qui correspond donc à la moyenne de baisse du marché action en phase de récession liée à une inflation énergétique hors de contrôle et pour lutter contre elle, la hausse des taux, nous ramène à 3004. 3004, c'est l'ancien niveau d'avant la crise sanitaire. Ça semble être le niveau de chartiste parfait. Nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle depuis la semaine dernière. Nous sommes le 4 juillet, donc depuis le 30 juin, la nouvelle bougie japonaise mensuelle. Notez, si j'utilise ici le système Ichimoku, le marché a défendu Kijun-sen à la clôture. Maintenant, en gros, ce mois de juillet, s'il confirme la préservation de Kijun-sen, s'il la réintègre, et qu'on entre dans cet intervalle, oui, on aura fait le point bas sur les 3006, qui était la cible théorique de l'épaule tête-épaule. Mais c'est quand même compliqué, là on bascule en dessous. Vous savez que si en Ichimoku on brise Kijun-sen, derrière on vise le nuage, les 3004 ne pourraient être qu'une cible intermédiaire. Donc ça se joue vraiment, je pense, ce mois de juillet. D'ailleurs, c'est normal, car jamais les marchés actions ne toléreraient que l'inflation ne soit pas brisée dans sa tendance au-delà du mois de juillet. Ça fait trop de mois consécutifs. Donc ça, c'est très intéressant. La dernière clôture mensuelle autorise qu'on défende 3006, tout comme elle peut ouvrir le chemin au 3004. Alors en données hebdomadaires, notez toujours cette divergence de RSI, notez, je reviens au système Ichimoku, la lagging span qui a défendu la SSB, ça va dans le sens des 3006, j'ai remis ici l'extension de Fibonacci qui vous rappelle que le marché a presque fait la cible de l'épaule tête-épaule. D'ailleurs, vous avez vu qu'historiquement, il y a eu beaucoup d'épaules tête-épaule, qui a indiqué des tops de marché. Et en gros, le débat reste le même, 3006 ou 3004, l'ancien niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire, qui correspondrait à 30% de baisse depuis les plus hauts, qui est à peu près la moyenne de la baisse des actions en phase de récession liée à la hausse du prix de l'énergie et cette inflation galopante contre laquelle on lutte avec une hausse des taux d'intérêt. Voilà où nous sommes, voilà le débat. Je prends le cours du CAC 40 pour les indices européens. En données mensuelles, le cours du CAC 40, regardez où est-ce qu'il est. Comme le S&P 500, la clôture de la semaine dernière a défendu Kijun-sen. Le marché a défendu Kijun-sen. Briser ce niveau, derrière, c'est ajouter 20% de baisse en plus. Nous sommes, je pense, en ce début d'été, proche d'une réponse dans ce débat. Maintenant, dans l'immédiat, le cours du CAC 40, entre les 5750 points, les récents plus bas, et les 6100 points, l'ancien record historique avant le choc boursier de la crise sanitaire, c'est neutre. Et en attendant d'en savoir plus sur l'évolution de l'inflation en Europe, le CAC 40 va rester entre 5750 et 6100. Je parle du moyen terme, de la tendance des prochaines semaines. Pour donner un signal haussier, il faudrait redépasser les 6100 points. Briser les 5007, c'est un marché qui chute à 5500 points minimum. Minimum. Pour le cours du CAC 40. Pour le DAX, la situation est plus complexe. On sait naturellement l'économie allemande, les entreprises allemandes les plus exposées à la crise géopolitique. L'analyse technique suggère un risque de baisse en direction des 12 100 points. Prochain gros support important.
Et avant que les actions allemandes puissent repasser haussier, il faudrait dépasser la résistance des 13 600 points. Bon, moi, j'envisage parfaitement que le marché reste très volatile entre ces 12 100 et ces 13 600 pendant plusieurs semaines, minimum. Il a de bonnes raisons de rester volatile dans cette zone. Voilà. Ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi 4 juillet 2022. Je voulais faire un peu d'histoire pour vous montrer que nous sommes dans un schéma classique qui se répète de comportement du marché action en lien avec soit une récession économique concrète, ou là, alors que nous sommes en train de frôler la récession économique, même si nous n'y sommes pas encore, car nous n'avons qu'un trimestre de croissance à zéro ou négatif. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et passez une excellente semaine.